Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre conférence en ligne numéro 5 qui s'inscrit dans les rendez-vous de la COP éducative Brésil. Alors, comme d'habitude, on va attendre 5 petites minutes, le temps que les derniers participants qui se sont inscrits à la conférence d'aujourd'hui nous rejoignent. Et à 11h05 exactement, nous pourrons commencer. Bon, je crois que nous allons commencer, si cela vous va. Il est 11h05 pile. Donc, nous commençons. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois pour cette 5e conférence en ligne qui aujourd'hui sera animée par Daniel Manès, que je remercie encore d'avoir accepté notre invitation pour les rendez-vous de la COP éducative Brésil. On est ravis de vous accueillir. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des questions et discussions autour de l'écriture inclusive. Mais je laisserai Adriana Daventure, l'attachée de coopération pour le français au Consulat de France de Rio, vous présenter un petit peu plus après. Avant de laisser la parole à Adriana, je tiens à rappeler à tous les participants et participantes du jour qui ont demandé un certificat qu'il est nécessaire que vous gardiez votre caméra allumée du début jusqu'à la fin de la conférence. Vous devez également vous renommer pour que votre nom et prénom apparaissent intégralement. Et soyez attentifs, puisqu'à la fin de la conférence, un mot mystère vous sera donné sur le chat par un des animateurs IF Pro Brésil, que vous connaissez déjà sûrement, qui sont Valdemar et Ingrid. Donc, l'un d'eux vous donnera ce mot mystère que vous devrez indiquer dans le questionnaire de satisfaction. Donc, soyez attentifs. Voilà pour les certificats. Le deuxième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le déroulement de la conférence. Donc, Daniel Manès parlera plus ou moins 1h15. Il y aura 4 parties, si je ne m'abuse, et un temps d'échange sera consacré après chaque partie. Donc, n'hésitez pas, durant toute l'intervention de Daniel, à poser vos questions sur le chat. Et après chaque partie, les deux animateurs et moi diront oralement les questions que vous aurez écrites, mais également, vous aurez la possibilité d'activer vos micros pour poser directement vos questions à Daniel Manès. Donc, n'hésitez pas à intervenir tout au long de la conférence. Je crois que c'est tout pour ma part, donc je vais laisser la parole à Adriana Daventure qui va vous présenter rapidement Daniel Manès. Merci Marjorie. Donc je suis ravie d'avoir parmi nous ici au Brésil, même en virtuel, et Daniel Manès, une très chère amie et collègue avec qui nous avons travaillé ensemble en Argentine et en France. Et Daniel est professeur émérite des sciences du langage de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et a travaillé notamment, elle a travaillé non seulement en didactique générale et en didactique du français langue étrangère, mais essentiellement et sur le français comme langue d'enseignement, autour de la question de la norme, l'acquisition de l'écrit, les difficultés de la langue, avec des élèves de milieux populaires dans l'école publique en France et à l'étranger. Donc, c'est pour cela qu'il y a deux publications, notamment, qui sont très, très intéressantes, qui ont été dirigées et coordonnées par Daniel Manès, le DICLE, Dictionnaire pour lire et écrire, et le féminin et le masculin dans la langue, et publié en 2019, que je vous recommande vivement d'acquérir à la suite de la conférence. Je ne fais pas la publicité des éditions, mais qui concerne la question qui va traiter dans cette conférence. Donc, je laisse Daniel Manès et bienvenue autour de nous au Brésil et dans le monde, puisque heureusement ici, on se retrouve toutes les semaines et des collègues de tous les pays et notamment du Brésil. Et merci Daniel. Alors, je partage mon écran. Bonjour donc, mesdames et messieurs, et je suis extrêmement contente et je trouve ça extrêmement mystérieux d'être avec vous sans être avec vous, mais je suis du mieux que je peux et je le serai du mieux que je peux avec vous. Adriana m'a suffisamment présenté pour que je n'en rajoute pas maintenant. Vous pourrez poser toutes les questions à mon sujet après. Et je voulais commencer par vous donner le plan de cette… Pardon. Attendez, c'est pas comme ça que je veux faire. Voilà. Le plan de cette conférence, vous m'interrompez, modératrice et animateur, si je fais des erreurs. Hein. Voilà, le plan de cette conférence, vous avez dû en avoir ce résumé que j'ai repris ici, que vous retrouverez donc
sur la première diapo. Mais la première partie, donc, Marjorie vous a annoncé 4 parties. La première partie, c'est qu'est-ce que l'écriture inclusive? La deuxième partie, et je vous expliquerai pourquoi j'ai séparé ce point, la féminisation des noms de métiers, de statuts, de postes, etc., une affaire de lexique. La troisième partie, l'écriture inclusive au sens propre, qui est une question linguistique. Alors là, badaboum, je vais vraiment vous parler en linguiste, en essayant que ce soit le plus compréhensible possible, car tous, vous n'êtes pas passés par des unités linguistiques dans votre professionnalisation. Et puis, la quatrième partie, en quoi elle concerne l'enseignement du français, la lecture et l'écriture, 2 points. Et enfin, nous discuterons après une brève conclusion de ma part. Donc, si ça vous convient, je commence avec ma première partie, une introduction quand même, qui est comment mon objectif avec vous. C'est qu'on se mette au clair, que je me mette au clair avec vous, enseignants de français, sur ce qu'est l'écriture inclusive, parce que c'est un sujet très compliqué. Ça paraît si simple de voir un point médian et puis étudiant point E point S. Non, on va voir que ça implique beaucoup de choses. Et c'est très compliqué d'autant que c'est un sujet populaire. Qu'est-ce que je veux dire par sujet populaire? Je veux dire que ça concerne premièrement la langue. La langue, c'est à tout le monde. Les Français et les gens qui parlent français, ils se passionnent pour leur langue. Ça fait même beaucoup rigoler les étrangers de temps en temps. Ce pays est prêt à faire une révolution quand on parle de réforme de l'orthographe. Il s'agite énormément quand on parle parce que les programmes scolaires ont introduit le terme prédicat qui existe en Argentine, dans des tas d'endroits. Mais voilà, il y a 2 ans, les programmes scolaires ont introduit le terme de prédicat dans les programmes grammaticaux. Premier titre dans le Figaro, Le Monde, Libération. Vous vous rendez compte? Un problème pareil. Bref, la langue, c'est vrai que la langue, c'est à tout le monde. Et en tout cas, c'est ma position. La langue, elle appartient à tout le monde. Ça en fait un sujet populaire. Et en plus, l'écriture inclusive, ça concerne les femmes. Les femmes, on est dans une période formidable de croissance des luttes des femmes. Malheureusement, pas partout. Ne rêvons pas. Il y a des parties entières de l'humanité où les femmes sont encore sous les chapes qui les oppressent depuis toujours. Mais il se trouve que, partie peut-être des États-Unis il y a quelques années, de 3 ans, j'arrive plus à voir, moi, MeToo. Ouais, ça doit être 3 ans, quelque chose comme ça. Bref, vous voyez surgir des luttes extrêmement importantes, mais il y en a eu de très importantes en Espagne, sur les féminicides, etc., etc. Donc, vous vous rendez compte, notre sujet, il touche 2 sujets populaires et qui ne sont pas en plus des termes, ce n'est pas des termes spécialisés. Les femmes, tout le monde sait ce que c'est. La langue, tout le monde sait ce que c'est. Alors, du coup, voilà une question populaire. Eh bien, le problème des choses, des questions populaires, c'est qu'elles se prêtent beaucoup à l'investissement idéologique. Qu'est-ce qu'on appelle idéologie? C'est quand on plaque des représentations. Par exemple, les femmes, elles sont toutes meilleures que les hommes. Non, je vous dis n'importe quoi, hein, bien sûr. Ou alors, la langue, le français, c'est une langue toujours élitiste et c'est l'Académie française qui fait le français. Pas vrai. Bon, mais c'est des représentations. Sur les sujets les plus populaires, par exemple, si je vous demande à tous, qu'est-ce que c'est que la misère? Vous vous rendez compte, on a tous une idée de misère, mais ce ne sera pas la même. Ce n'est pas une idée scientifique. Bref, voilà. Nous touchons un sujet extrêmement délicat. Alors, j'arrive à ma première partie. Qu'est-ce que l'écriture inclusive? C'était une sorte d'introduction. J'espère que vous l'aurez comprise comme telle. Alors, l'écriture inclusive, après tout, on pourrait se dire, ça concerne l'orthographe. Orthographein, ça veut dire écrire droit, correctement. L'écriture,
inclusive est une variante de problème d'orthographe, de mise à l'écrit. En effet, et vous l'avez peut-être, vous en avez eu tous une idée et vous l'avez peut-être pratiqué. Alors, je vous ai donné un exemple avec un clin d'œil, parce que j'aime bien les clins d'œil. Ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on ne rigolera pas ensemble. J'ai reçu de la mairie de Paris ceci, quand les écoles ont rouvert la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Elles ont refermé pour partie, vous savez. Bon, bref. Alors, bonne rentrée à tout.te.s les jeunes que nous devons lire. Tous les jeunes et toutes les jeunes parisiens, tous les jeunes parisiens et toutes les jeunes parisiennes. Voici. Mais ce qui est rigolo, c'est la personne qui s'est donné beaucoup de mal pour faire une bonne petite affiche en écriture inclusive, a marqué en espérant que vous avez bien révisé et il y a une faute d'orthographe. Bon, la pauvre mairie de Paris, elle n'est pas brillante quand même. Ils se sont excusés 4 heures après en disant que c'était exprès. Je ne le crois pas. Elle était tellement troublée pour rentrer dans son nouveau langage que voilà. Mais vous avez, je suppose, tous vu ce genre de graphie avec ce point qu'on appelle le point médian. On va y revenir, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous proposer une définition de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, il ne vous gêne pas mon pointeur parce que j'agite mes mains? Il ne vous éblouit pas? Le pointeur, non, là. Daniel, tout va bien. Ah bon, d'accord. Protestez, hein, protestez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, une définition qui me paraît pouvoir faire consensus. L'écriture inclusive désigne l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques. Alors, vous voyez, graphique, vous en aviez là, des intentions graphiques, et nous verrons après en quoi elles concernent la syntaxe. Et là, vous verrez, c'est une sacrée paire de manches, bon, qui permet d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Donc, l'écriture inclusive, c'est un procédé qui évite le recours au seul masculin pour désigner des ensembles mixtes. Je m'explique, je vous donne des exemples. On vient d'en voir là. Vous voyez, on aurait dit normalement tous les jeunes parisiens. Bonne rentrée à tous les jeunes parisiens. En ce cas-là, le masculin assumait la force d'un neutre, d'un indifférencié, et parmi les jeunes parisiens, il y avait les garçons et les filles qui vont rentrer à l'école. Donc, là, le procédé de l'écriture inclusive, ça évite le seul masculin pour désigner des ensembles mixtes. Par exemple, les étudiants .e.s et les étudiants, etc., sont entrés, ou alors nous verrons qu'il y a d'autres procédés pour que ce ne soit pas le masculin qui représente les deux sexes. Messieurs, dames, je reviendrai là-dessus, mais j'utilise sexe dans son sens traditionnel, sinon on va se mélanger les pinceaux. Je reviendrai là-dessus. Je n'utilise pas, maintenant que l'anglais a gagné chez nous aussi, et que gender, bon, c'est appliqué au sexe féminin, j'utiliserai sexe quand je désigne une particularité biologique et genre quand il s'agira de grammaire. Et si nous avons besoin de parler de préférences sexuelles, j'utiliserai le vocabulaire habituel, les transsexuels, les bisexuels, les queers, etc. Si notre conversation va là-dedans. Voilà. Alors, donc, sa finalité à l'écriture inclusive, c'est la visibilité des femmes. On estime, dans l'écriture inclusive, que la langue, la nôtre, le français, dissimule les femmes derrière les hommes. Je parle du français ici, mais vous savez que l'écriture inclusive, il y en a en Argentine, par exemple. Il y en a en Espagne, on l'utilise en Espagne, etc. Et certainement au Brésil. Alors, on estime donc, on part de cette idée que la langue dissimule les femmes derrière les hommes, notamment en raison des phénomènes d'accord. Par exemple, Pierre et Marie sont fâchés. L'écriture inclusive, on va en parler tout à l'heure, va recommander qu'on accorde au plus près, c'est-à-dire Pierre et Marie sont fâchés et ES au féminin.
en disant pourquoi on met le masculin pour un homme et une femme et ES. Voilà la proposition de l'écriture inclusive. Mais ça ne concerne que les humains. La question de l'écriture inclusive ne va pas concerner le pot et la cruche, ou le pot et la cuvette. Le pot et la cruche sont cassés, ce sera ES habituellement, parce que l'affaire de l'écriture inclusive ne concerne que les humains. Voilà, les humains animés. Alors, voilà donc, défini, j'espère que vous me suivez, défini au plus près que j'ai pu, au plus précis que j'ai pu, l'écriture inclusive. Et on va voir là ce qui a déclenché en France en 1917. Ah bah oui, pardon, excusez-moi, c'est là. C'est un manuel qui a déclenché la polémique. À ma grande stupéfaction et à la grande stupéfaction de quantité de linguistes, il est sorti un manuel destiné à des enfants de 8 ans, le CE2 en France, c'est la 3e classe du primaire, et donc un manuel destiné aux enfants de 8 ans, écrit en écriture inclusive. Alors vous voyez, les agriculteurs.ris au fil du temps, c'est qui doit se lire, les pauvres enfants de 8 ans qui n'ont pas fini d'apprendre à écrire, ça pose des problèmes, vous le voyez tout de suite. J'ose vous dire un peu mon sentiment sur certains aspects. Ça doit se lire les agriculteurs et les agricultrices au fil du temps. Mais vous voyez ici, alors je mettrai bien un zoom, mais je ne sais pas très bien le faire. J'espère que vous voyez. Enfin, je ne sais pas faire tout ensemble. Là, on va dire les agriculteurs. On en a fini de dire agriculteurs RIS. Ici, on va dire les paysans. Mais là, on va dire un paysan et une paysanne. C'est-à-dire, on va utiliser de temps en temps l'écriture inclusive, de temps en temps pas l'écriture inclusive. Ce manuel provoque un tollé considérable dans le pays et c'est justement des gens pas spécialistes qui s'en occupent. À cette époque, moi, je me suis dit, il faut réfléchir, et j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur quelque chose qui innovait, qui me semblait stupéfiant. Mais il faut être toujours prêt à la nouveauté dans la vie. Pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi, je tousse un bon coup. C'est parce que je parle trop fort, comme si vous étiez dans un amphithéâtre là. Mais je crois que je n'ai pas besoin de parler trop fort. On vous entend bien, Daniel. D'accord. Alors, on va distinguer maintenant deux notions. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Ce qui est la féminisation des noms de métiers, de fonctions et de statuts. Et d'autre part, l'écriture inclusive au sens propre, qui sera notre 3e partie. J'ai fini avec la première partie. Si déjà vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Et sinon, moi, je vais passer à ma 2e partie, qui est la féminisation par le lexique. Voulez-vous que je vous remette le plan? Comment je fais? Ah oui, Ploum. Le plan, nous sommes là. La féminisation par le lexique, la féminisation des noms de métiers, de postes et de statuts, et la réitération. Et voilà, je redescends. Alors, je voulais encore, pardonnez-moi, je reviens en arrière, ce n'est pas du tout important, on y reviendra. Mais je veux que ces vidéos vous servent. Vous voyez ici, c'est l'ICEM, la pédagogie Freinet, qui utilise l'écriture inclusive. C'est il y a 2 ans, non, militant.e, ça veut dire militant et militante, enseignant.e, praticienne, enseignant et praticien, enseignante, praticienne. Vous voyez ici l'UNICEF, la CIMAD, le syndicat des avocats. Les avocats, ils ne mettent pas l'écriture inclusive, ils devraient dire avocat.e.gna, bon, etc. Voilà des discours militants. Je souhaitais que vous ayez d'autres exemples,
que l'exemple avec clin d'œil de la mairie de Paris. Alors, nous allons parler de la féminisation par le lexique. Attendez, je vous montrerai ça après. Là, le genre en français, le genre grammatical. Nous sommes chez les humains. Hein. Oubliez que je dis, j'ai devant moi une table, une souris, un stylo, un cahier, un coussin sous mes fesses et un tiroir sur mon ventre. Pas sur mon ventre, devant moi. Voilà, une, le, là, vous le savez. C'est d'ailleurs un grand problème quand on apprend la langue étrangère. Même entre l'espagnol, on se dit, on est tellement frères et sœurs, si vous voulez, dans la langue. Vous savez, les erreurs de genre, comment elles sont nombreuses, y compris dans des langues très proches quant à leur origine. Alors, la question est la suivante. Parité et représentation des femmes à l'égal des hommes dans les métiers. Les métiers, c'est par exemple directeur. Dans les statuts, c'est par exemple ministre ou député ou je ne sais pas quoi. Ou non, c'est un poste, ministre, pardon. Et les statuts, c'est duchesse. Je ne sais pas pourquoi me vient ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Voilà. Donc, tout ça, la féminisation dans des métiers de poste, dans les noms de métiers de poste et de statut, c'est un problème qui a été réglé il y a très longtemps en France. Parce que le français était archi-réactionnaire et faisait tordre de rire mes amis argentins et mes amis espagnols, et puis on en avait même honte quand ils entendaient « Madame la directrice ». Madame le directeur, pardon. Madame le directeur. Madame le ministre. Madame le… Vraiment, ils disaient « Mais pourquoi on ne met pas au féminin ? Pourquoi on ne met pas au féminin quand c'est madame, etc. » Alors, la question de la parité homme-femme dans le vocabulaire, c'est une question qui a été posée depuis longtemps, parce que même George Sand y fait une petite allusion. Bon, et c'est pour ça qu'elle a dû s'habiller en homme très longtemps pour qu'on la laisse être autrice. Elle veut être autrice, elle n'est pas auteur. Elle veut être autrice, elle a raison. Mais non, ce 19e siècle épouvantable a fait beaucoup reculer la langue, siècle machiste de cette bourgeoisie triomphante là qui construit un capitalisme dur, exploiteur d'enfants, etc. Ben, vous savez ça. Bon, et alors là, les femmes n'ont pas le droit d'avoir les professions nobles. Pour ce qui était des professions populaires, par exemple, cuisinier, cuisinière, il n'y avait pas de problème dans la langue, infirmier, infirmière, repasseur et repasseuse. Un repasseur, en général, c'est un homme avec les couteaux. Hein. Mais cette évolution, c'est-à-dire mettre au féminin, et elle a été freinée par des préjugés machistes, ça ne se discute pas du tout. À tel point, par exemple, que ma mère, elle est partie depuis longtemps, ma mère, nommée après 68, elle était un peu activiste, elle a été nommée directrice d'un grand lycée. Et elle a fait brûler les cartes de visite qu'on lui avait préparées parce que c'était Madame le proviseur. Et elle voulait être Madame la directrice. Bon, et je l'en remercie beaucoup. Merci de cette éducation. Bon, voilà. Alors, il y a des désignations ridicules et qui persistent dans la langue. Par exemple, j'ai une amie qui est avocate. Alors, je lui ai dit, c'est bien d'être avocate parce qu'elle me dit, je suis pas avocate, je suis avocat. Je lui ai dit, de quoi? Elle me dit, je suis avocat. On m'appelle Madame l'avocat. Et on m'écrit, Madame et chers confrères. Je me suis mise tellement à rire qu'on s'est fâché. Bon, alors, cette manière dont les grands bourgeois veulent garder leur désignation masculine, bon, est un reste de ce 19e siècle. Et le problème est réglé depuis longtemps, je vais vous dire pourquoi. Mais là, je ne résiste pas à vous montrer ce que j'ai découvert un jour dans le Monde. Je suis abonnée au Monde depuis que je suis adolescente. Et alors, je lis ça. Le secret perpétuel et les membres de l'Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère Assiad Djebar, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, décédé le 6 février 2015.
Je me dis, purée, j'adore cet écrivain. Je me dis, purée, je croyais que c'était une femme. Ah, peut-être qu'elle a fait semblant d'être une femme pour échapper à la guerre civile en Algérie. Je me dis peut-être que c'est un homme, Assia Djebar. Eh bien non, pas du tout, messieurs, dames. Parce que Madame Hélène Carrière d'Ancos, qui est notre président, non, notre pas président, secrétaire perpétuelle de l'Académie, et elle était contre la féminisation des noms de métiers. Elle était contre jusqu'à 2019, elle a dû céder. Puis je dois dire qu'elle doit être extrêmement vieille maintenant, alors. Mais vraiment, elle avait tout le monde contre elle. Et alors, l'écrivain et l'écrivaine Assia Djebar, c'est une femme. Et vous voyez un peu le faire-part qui était paru dans le monde. C'est quand même spectaculaire. Alors voilà ce que ça donnait. Bon. Alors, ce problème, il est posé en France depuis très longtemps. Je vais vous citer ce qui, dans ma formation de prof de lettres, ma première casquette a eu beaucoup d'importance. C'est les grammairiens, des grammairiens, comment ils s'appellent, zut, alors, ça va me… oh, zut, Damourette et Pichon, c'était la grosse grammaire qu'on utilisait quand on faisait du français en profondeur. Voilà ce qu'ils disent en 1927. La facilité avec laquelle le français s'est formé des féminins différenciés devrait vraiment détourner les femmes adoptant des professions masculines de ridiculiser leurs efforts méritoires par des dénominations masculines écœurantes et grotesques. Une plus juste conception de leur véritable place et de leur légitime aspiration, en même temps que le respect de leur langue maternelle, devrait leur conseiller de renoncer aux préjugés bizarres, zut, ça tombe, préjugés bizarres en vertu duquel beaucoup d'entre elles croient recevoir une marque de mépris quand on leur donne un titre à la forme féminine. Vous voyez, ça, c'était 1927. Or, la féminisation, vous savez, la langue, rien n'arrête la langue. Rien n'arrête. Elle était en route. Vous avez tous dit ma prof de maths, ceux qui sont de français langue, la première langue, hein, j'entends. Vous avez tous dit ma prof de maths. Et si c'était une femme, vous n'avez pas dit mon professeur de maths. Vous avez, moi, j'ai toujours, depuis que je suis enfant, je dis la docteure de la famille, je dis etc. Ou la doctoresse. Mais en vrai, la féminisation, elle commence dans l'oral parce qu'on en a besoin. Parce qu'on a besoin de dire, ce qui est féminin et ce qui est masculin chez les animés, bien sûr. Nul ne parvient à arrêter le mouvement irrésistible de la poussée vitale et sociale qui détermine l'évolution du langage. La langue, elle change quoi qu'on fasse. L'Académie française, elle avait beau être agrippée à son truc ridicule, bien sûr, la langue orale, elle creusait le chemin de la féminisation, à tel point qu'en 1999, a été publié, je vous le dis parce qu'il est en ligne, je vous le donnerai dans la bibliographie, a été publié un très beau texte, il est en ligne sur le ministère de l'Éducation, ça s'appelle « Femme, j'écris ton nom » de Cerchilini, que vous connaissez tous. « Femme, j'écris ton nom » et il y a 14 000 noms de professions masculines féminisées. Vous le téléchargez, hein, « Femme, j'écris ton nom ». Et c'est Cerchilini qui a dirigé l'équipe, hein, ce n'est pas lui qui a tout fait. Parce que moi, j'avais une collègue, quand j'ai tout juste commencé la linguistique, je suis vieille, hein, et quand j'ai tout juste commencé la linguistique, qui s'appelait Anne-Marie Hudbin, qui n'existe plus, et qui commençait à travailler sur la féminisation des noms. Il y a eu des livres importants que je vous cite dans la petite bibliographie que je vous ai donnée à la fin. Donc là, la féminisation des noms de métiers, il serait impossible comme linguiste d'être contre. Vous comprenez, c'est la langue orale, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est pas moi qui décide des mots qui rentrent dans la langue. Quand on a inventé le mot à l'unir, eh ben, c'est parce que tout d'un coup, on a marché sur la Lune, quoi, ou on est arrivé sur la Lune. Quand il y a des mots qui se créent tout le temps, être branché, ben moi, j'employais pas ça quand j'étais jeune. Nul, etc. Les mots, ils rentrent dans la langue, quoi qu'on y fasse. On résiste ou on ne résiste pas, et parfois on les aime pas, et puis vous rendez inconsciemment, vous l'utilisez, et voilà. Alors, donc, la féminisation des noms de métiers, soyons tous d'accord, et j'en ai de toujours été partisane, évidemment. Elle reflète le monde social dans son évolution. Maintenant, les femmes ont le droit de faire quasiment tous les travaux. Ça ne veut pas dire qu'elles soient
à parité avec les hommes, mais c'est une autre affaire. Bon, elle surgit, la féminisation, elle vient de l'usage oral de la langue. Il y a la circulaire de 99, elle est préfacée par Jospin. Hein, Femme, j'écris ton nom. Vous voyez, c'est un texte officiel. Hein, bon, Jospin qui était Premier ministre, hein, je vous rappelle. Alors, elle perturbe pas du tout la langue. Hein, c'est-à-dire, et j'ai tout, la langue, elle me permet parfaitement de créer les féminins, directeur, directrice, fermier, fermière, danseur, danseuse, acteur, actrice, abbé, abbesse, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais enfin bon. Voilà, donc vous voyez, on met de côté, et pourquoi je l'ai traité dans une partie à part? C'est qu'il y a un mélange qui est fait, parfois, à mon avis, de manière intentionnelle pour brouiller ça dans la tête des gens, entre deux dimensions très différentes. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Et c'est dans ma troisième partie que vont surgir de vrais problèmes pour moi. Entre la féminisation des noms de métiers, ce n'est pas l'écriture inclusive. C'est une question de lexique. Il faut bien sûr féminiser. On ne reviendra jamais là-dessus. Et voilà, je considère, sauf si vous avez maintenant une objection ou quelque chose à dire, j'irai sur le deuxième point qui concerne la féminisation, qui est ce qu'on appelle la duplication. Et d'ailleurs, notre modératrice, Marjorie, elle a dit « Bonjour à tous et à toutes ». Vous connaissez tous ça, bonjour à tous et à toutes. C'est une autre manière aussi, on a peur que les femmes ne se sentent pas concernées quand on s'adresse à elles. Moi, je dis toujours « Messieurs, dames » quand je rentre dans un magasin. Je vous assure, ça fait vieux, mais je m'en fous. Et je l'ai enseigné à mon petit-fils mexicain. Il y en a un peu. Bon, messieurs, dames, qu'on parle aux hommes et aux femmes. Ou alors, moi, j'ai toujours commencé mes séminaires en disant « Bonjour, mesdames et messieurs », et en disant parfois que j'étais bien embêtée puis qu'il n'y avait que deux messieurs qui allaient m'obliger à accorder avec le masculin. Bon, voilà. Donc, la duplication, nous allons en parler si j'arrive. Voilà. Alors, la duplication, je m'aperçois et moi, j'observe la langue. C'est mon boulot de linguiste. Hein. Je ne juge pas. Bon, elle rentre dans les mœurs. Elle rentre beaucoup dans les habitudes linguistiques. Donc, c'est le fait de signaler hommes et femmes. Mais quand même, j'ai eu un choc le jour où ma merveilleuse étudiante en thèse, en doctorat, qui s'appelait, peu importe, qui s'appelait ID, Iramen, c'était une haïtienne qui a fait une très bonne thèse, elle m'apporte son premier chapitre et je lis, je le prépare avant mon entretien avec elle. Du côté de l'apprenant ou de l'apprenante, c'était vraiment genre sciences de l'éducation, hein, peu importe, c'est pas de la... Avec l'APC, l'approche par compétence, vous connaissez ça, l'apprenant ou l'apprenante devient le principal acteur ou la principale actrice dans le processus de son zut. Il y a vos photos qui me gênent beaucoup. Ah voilà, de son apprentissage. Celui-ci évolue dans un environnement stimulant et acquiert ainsi de l'autonomie. Il ou elle est désormais placé au centre des apprentissages. Il est un preneur ou bien elle est une preneuse d'initiative capable de recueillir de nouvelles informations par le biais de nouvelles technologies, tel processus qui le ou la conduira droit vers son destin de citoyen ou de citoyenne, utile à sa personne. L'APC met donc l'apprenant ou l'apprenante dans une posture d'autonomie du côté de l'enseignant ou de l'enseignante. Là, je me suis arrêtée et je lui ai téléphoné. Et je lui ai dit, vous changez de directeur de thèse. Moi, je ne vais pas lire 300 pages comme ça. D'où vous tenez ça? À qui rendez-vous service? J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Alors, vous voyez, elle y a renoncé. Elle en a été très contente, hein, bien sûr. Et nous sommes, elle et moi, et elle, je vous assure qu'elle a des raisons de l'être, des féministes actives dans des tas de domaines. Mais là, cette systématisation de la réitération est quelque chose d'infiniment maladroit et problématique. Alors, ceci dit, bonjour à tous et à toutes. Si ça s'étend, et c'est très bien.
parce que ça ne va pas être répété tout le temps. Et d'ailleurs, il y a une émission de France Culture, je ne sais pas quelle heure ça fait pour vous, ça doit faire du côté de 4 heures du matin, une émission historique qui est absolument géniale. J'oublie comment ça s'appelle l'histoire, je ne sais pas quoi, sur France Culture, que j'écoute parfois. Et alors, lui, il est très soucieux de la duplication. Alors, il dit toujours bonjour à tous et à toutes. Et puis, il commence les historiens et les historiennes. Puis, 2 fois, mais il y a des historiens et des historiennes, des historiens et des historiennes. Et à la 3e fois, il a parlé des paysans et des paysans. Attendez que je trouve cette citation. Des paysans et des ouvriers. Or, les paysans, il y a des paysannes et les ouvriers, il y avait des… Mais il en avait marre de redoubler. Vous comprenez qu'on peut le faire comme signal d'attaque, comme ça, je m'adresse à tout le monde, comme de dire messieurs, dames, ça vient du 19e siècle, vous le trouvez chez Balzac. Bon, alors, mais cette systématisation est impossible. Donc, la duplication, elle s'étend dans les accroches de conférences. Elles viennent de Gaulle. De Gaulle, alors, il disait « Français, Françaises !» comme ça, il redoublait parce qu'il disait français au début, et puis il s'est rendu compte qu'il fallait parler des femmes aussi. C'était drôlement astucieux, et c'est stylistique, la répétition, car la répétition s'appelle un pléonasme, c'est un processus créatif de la langue. Hein, par exemple, quand je dis comme par exemple, ben, c'est 2 fois la même chose, hein, comme par exemple toi, ou etc. Quand je dis monter en haut, ça va, vous essayez de ne pas le dire, mais vous le dites forcément. Non, attends, je monte en haut là. Bon, au fur et à mesure, le fur, c'est une mesure. Ça veut dire à mesure et à mesure. Bon, etc. Donc, c'est un processus créatif de répéter. Ça existe dans la langue, mais bien sûr, point trop n'en faut. Et en raison du principe d'économie, on ne peut pas répéter toujours comme le faisait cette merveilleuse Iramène, mon étudiante que j'aime beaucoup, qui est devenue une amie. Alors, est-ce que je vous ai… C'est la 7, il faut que je vous bouge encore. Non, c'est la 6, ça veut dire que j'ai encore une… voilà. Vous trouverez dans les recommandations du Haut Comité à l'égalité aux femmes et aux hommes, qui est en ligne sur le site du comité, le HCEFH, ce comité, vous trouverez tout ce qu'il propose pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le discours. Il y en a certaines dans lesquelles nous nous reconnaissons parfaitement. Éliminer les expressions sexistes, oui. Accorder les noms de métiers et de titres, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, les titres, grades et fonctions. User du féminin, du masculin dans les messages à tous et à toutes, c'est ce dont je viens justement de vous parler. Utiliser, alors ça, je vais pas vous, on en parlera si vous le voulez, je n'ai pas le temps de regarder tout. Utiliser l'ordre alphabétique pour ne pas que vous mettiez les femmes en dernier ou les femmes en premier. Si vous dites, j'ai joué hier dans mon orchestre avec un altiste, un violoniste, un violoniste, un charanguiste, un guitariste, vous voyez parler en mettant l'ordre alphabétique pour que les hommes et les femmes ne soient pas privilégiés. Vous réfléchissez un peu, ça, par exemple, ça fait partie de la folie de maintenant, l'ordre alphabétique. Et vous le trouverez partout, l'ordre alphabétique. L'ordre, bon, ne pas réserver aux femmes. C'est vraiment une drôle de liste qu'ils font. Hein. Ils ne l'ont pas changé, j'ai été le revérifier pour vous, les recommandations. Il est toujours comme ça. Bon, mais enfin, c'est-à-dire c'est un peu bazar. Mais voilà. Je voulais que vous voyiez quand même ça, que vous ayez l'idée de le télécharger, si ça vous intéresse. Je vous parlerai. Et à l'oral, la suite, je vous donne encore, utiliser les mots adjectifs au masculin et au féminin, encore par ordre alphabétique dans la mesure du possible. Tu parles, vas-y, toi, parlez avec l'ordre alphabétique. Et à l'écrit, donc, vous voyez, il préconise le tiret,
d'égalité femmes-hommes, la répétition, les lycéennes et les lycéens, les sénateurs et les sénatrices, le point médian, l'enseignant pointe, les enseignants pointe, point S, non, donc les enseignants et les enseignantes. Le point distille à l'avantage d'être peu visible pour ne pas gêner la lecture. Je vais vous dire le contraire tout à l'heure. C'est un très gros problème. Bon, et puis ils ont des astuces. Ils me font rire. Écoutez, je vous assure, ça me fait rire. Parce que c'est quelqu'un de très bon esprit qui l'a rédigé, mais franchement, c'est mal fichu. Alors, astuce. Il est possible d'utiliser des mots épicènes. Donc, alors, vous voyez, vous réfléchissez, vous allez dire, ah, chic, on va dire élève. Une élève, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas utiliser étudiante, parce que ça fait étudiant, étudiante, il ne faut pas. Une membre, une fonctionnaire, etc. Bon, vous voyez, ça pose des problèmes, mais je vous laisse juger de tout ça. Vous êtes grand et il est important que vous soyez informés sur tout. Et ils disent, vous voyez encore, attendez, il faut que je vous fasse sauter là. Brum. Vous voyez quand je bouge? Non, vous ne voyez pas? Ah, très bien. Parce que parfois je bouge vos images. Utilisez l'ordre alphabétique lors d'une énumération. Pour varier, afin de ne pas mettre systématiquement le masculin en premier par habitude ou en second par galanterie. Alors, il ne faut pas avoir d'habitude, il ne faut pas être galant. Donc, l'ordre alphabétique, je n'y suis jamais arrivée. Voilà, c'est ce second point. Donc, vous voyez, c'est les procédés qu'il y a, mais qui ne sortent pas de la langue. On n'a pas touché à la langue, là. Quand je dis les étudiants et les étudiantes sont priés de s'inscrire avant le 30 janvier, vous comprenez que c'est une phrase du français. Ça va bien. Quand je vous ai proposé, Madame l'avocate, d'ailleurs, je vous le propose, je ne lâcherai pas là-dessus. Même si je perds, je ne perdrai pas beaucoup d'amis pour ça. Bon, Madame l'avocate, on féminise, etc. Tout ça se fait dans les possibilités de la langue. Nous sommes dans le système. Tout va bien, les amis. Mais voilà qui devient plus compliqué. Et je passe maintenant à ma troisième partie. Et ma troisième partie. Alors, il faut que je revienne au point pour que vous voyez où nous en sommes. Écriture inclusive, question linguistique. Qu'est-ce qu'une langue? L'écrit. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de linguistique trop lourd quand même. J'ai essayé d'être au plus léger et au plus utile. La ponctuation, la linéarité, la stabilité des formes écrites, la morphologie et la syntaxe. Nous sommes maintenant à cette partie-ci, donc, et je vais la traiter point par point. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai aucune objection et au contraire, tout ça me va très bien, tout ce que je vous ai dit. Je suis dans les pratiques linguistiques que je prône. J'ai enseigné la féminisation des noms de métiers depuis 1999, c'est-à-dire j'ai fait télécharger à mes étudiants toujours ce texte, notamment pour les étudiants étrangers. Il y a des étudiants étrangers, je pense à nos amis des pays de l'Est qui ont un attachement à la forme, à la norme très, très classique, souvent très littéraire. Donc, je leur disais, attention, la langue évolue. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons parler donc de l'écriture inclusive à proprement parler. Daniel, pardon, oui. je vais vous interrompre une petite seconde. On a reçu une question sur le chat de Gérard Dan qui vous demande, quand on s'adresse à un avocat en lui disant maître, doit-on s'adresser à une avocate en lui disant maîtresse? Eh bien, vous m'en mettez bien. Ah, c'est marrant, hein. Mais vous voyez, maître, c'est de l'héritage de ça. Ouais. Alors, je conçois que ça pose un problème, là. Ouais. C'est rigolo, hein. Je ne sais pas quoi que vous répondre. Il faudrait regarder, télécharger-le rapidement, le guide pour l'adresse à l'avocat. Mais justement, si on dit maître ou maîtresse, je me demande si on le disait au 19e siècle. La première femme qui a été reçue avocate, c'est en 1900. La première fois qu'une femme a eu le droit d'avoir le titre d'avocate. C'est en 1900. Alors, mon cher Gérard, je ne sais pas quoi vous répondre. Écoutez, de toute façon, je vais vous dire, les avocats, même
les plus alors, il y en a des archi-progressistes, ils disent ah, je suis avocate. Elles disent mais j'ai une jeune camarade qui a l'âge, je sais pas, elle a 40 ans, mais c'est une amie. C'est une amie, en plus, elle a vécu 15 ans en Argentine. Et ben elle dit quand même je suis nanana, avocat sur sa carte de visite et sur le répondeur téléphonique. Eh bien, voilà une question, je ne sais pas. Alors, vous me permettez de continuer, Gérard? Ben parce qu'on n'a pas des solutions pour tout. Mais globalement, on a quand même un maximum de solutions. Mais merci de cette question, elle est très, très, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Je reviens maintenant. L'écriture inclusive. Ah, bon, je vous vois, Gérard. Alors, bon. Maintenant, l'écriture inclusive, elle implique écriture, écrit, c'est la langue écrite. Donc, je vais toucher au système de la langue. C'est pour ça que je voudrais bien, messieurs, dames, que vous fassiez bien la différence entre féminisation et écriture inclusive. L'écriture inclusive, eh ben, elle est de l'écrit. Ah ah, c'est pas de l'oral, l'écrit. Donc, l'écriture inclusive, vous savez, l'écrit, c'est les hommes qui ont pris des décisions pour l'écrit. Il y a des cultures qui ont décidé de transcrire les langues orales avec des idéogrammes ou des quasi-idéogrammes, pour le chinois par exemple. Je dis quasi parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire un signe représente une entité. Il y a des langues syllabiques, l'arabe, l'hébreu. Il y a des langues alphabétiques, ceux d'entre nous qui sont dans les langues romanes, le cyrillique, dans l'alphabet cyrillique aussi, etc. Bon, vous voyez, c'est les hommes qui ont pris des décisions, et parfois ils en ont changé. C'est les Turcs qui ont changé au moment d'Atatürk. C'était génial de sortir de l'alphabet arabe qui ne leur convenait pas du tout et de remettre un alphabet latin avec des aménagements. Donc, c'est les hommes qui prennent les décisions de transcrire les langues. Donc, a priori, vous allez me dire, il n'y a aucune raison qu'on ne change pas la manière d'écrire la langue. Je ne peux pas dire l'écriture inclusive, c'est un abus. La question que nous allons nous poser ensemble, c'est est-ce que ça sert son objectif? Voilà. Est-ce que c'est une procédure qui fait avancer les choses? Parce que quand on a transformé l'écriture, et on l'a transformée, révolution bolchevique, vous voyez ce qu'il en est resté, mais bref, 1917, ils ont tout de suite simplifié l'orthographe, l'alphabet cyrillique. Il y a 2 signes qui étaient purement orthographiques, qui étaient épouvantables, tout le monde faisait des fautes. Paf, ils ont fait sauter 2 lettres, le signe dur et je sais plus, et puis quelqu'un me dira peut-être l'autre. Bon, en 17. Bon, il y a des moments où on se dit, il faut simplifier l'orthographe. L'Académie française, dont on dit le plus grand mal, mais c'est elle qui a entériné au fur et à mesure, on dit le plus grand mal avec beaucoup de raisons justes, hein. Mais ceci dit, c'est elle qui a entériné les usages, les évolutions de l'orthographe. Sinon, je vous jure, on n'arriverait pas à lire Montaigne, hein. On aurait beaucoup de mal. Or, vous lisez la langue de Montaigne, c'est génial de se dire, je comprends un type qui a écrit il y a 5 siècles, c'est quand même inouï, quoi. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'il a fallu? Simplement modifier l'orthographe et on a adapté l'orthographe et on l'a fait bouger. Donc, en soi, il n'y a pas de raison de dire je suis contre qu'on touche à l'écrit. Ce serait faux. Donc, c'est des décisions humaines. Alors, donc, en ayant ça en tête, l'écriture inclusive, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique, alors non, écrire la langue pour nous, c'est quoi? C'est 26 lettres de l'alphabet. Nous sommes d'accord? Et c'est 26 lettres, je parle du français, hein, bien sûr, on pourrait parler de vos langues, vous en parleriez mieux que moi sans doute, mais il y en a certaines que je connais. Donc, c'est des signes en nombre limité, avec 26 lettres, c'est quand même génial, l'écriture alphabétique, hein, c'est elle qui a assuré la démocratie dans le monde, dans la littérature. Vous apprenez 26 lettres et à les combiner, et vous pouvez tout dire à l'écrit.
Hein, c'est pour ça qu'on dit les sociétés démocratiques ont avancé. Bon, enfin, c'est un autre problème. 26 lettres. C'est des signes de ponctuation. Le point, le tiret, la parenthèse, le paragraphe, etc. Vous voyez, ils sont en nombre très limité. C'est très peu de choses. Pour apprendre l'écrit, vous avez l'écrit de… je dis nos langues, excusez-moi, je sais que je parle peut-être à des gens qui ne sont pas dans une langue alphabétique. Enfin bon, en gros, vous avez une quarantaine de signes. C'est d'ailleurs la même chose en arabe ou en hébreu, sauf qu'elles sont, la vocalisation est très différente. Bon, alors, ces signes. Le problème de l'écriture inclusive, comme moi je le vois, à chaque fois, je vais vous dire qu'est-ce que je vois comme problème. Et puis, on fera un bilan. Le problème de l'écriture inclusive, c'est qu'on fait apparaître dans la chaîne écrite des signes supplémentaires, des lettres, des syllabes. Ça accroît la quantité des éléments non prononcés. On va revenir, attendez, j'y vais, ploum, 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 non, zut, ploum. Voilà, des éléments non prononcés. Dites-moi un peu comment quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, et même un gosse de 8 ans, je vous dis, hein, nous avons un gros problème d'apprentissage de la lecture, nous, en France, dans ce pays riche, avec un budget d'éducation nationale gigantesque. Bon, alors, comment vous lisez ça, vous, si vous avez 8 ans, ou si vous êtes quelqu'un qui avait appris avec difficulté au sud du désert, au sud du Sahara, dans une petite ville, à apprendre le français, comment vous allez lire ça? L'écriture inclusive ajoute des signes qui n'ont pas de rapport avec l'oral. Car on peut dire beaucoup de mal de notre orthographe. Elle est épouvantable, notre orthographe. Elle est très difficile. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi on se trouve avec une écriture tellement compliquée. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de marge. Mais pour représenter la variété, par exemple, des voyelles. Vous savez qu'il y a 13 voyelles en français, on a 5 voyelles. Comment voulez-vous qu'on transcrive la langue? Alors, il y a tous ces bazars, A, O, E, A, U, etc. Bon, et alors là, nous sommes en train de rajouter des lettres qui ne se lisent pas. Pourquoi il y a un S à temps, messieurs, dames? Et pourquoi on n'écrit pas tant, T-A-N? C'est parce que vous ne sauriez pas de quel temps il s'agit. Le temps tanto, le temps tiempo, le temps, t'en fais pas, Adriana, le temps, etc. Vous comprenez? Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Le temps, la bzz, la mouche. Donc, vous voyez toutes ces lettres silencieuses. Il y a 13%, c'est énorme, de lettres silencieuses dans l'écrit. Elles posent des problèmes énormes à apprendre déjà, mais on sait qu'elles ont une fonction. Pourquoi le S de paysan que je vous montre ici? Parce que c'est le pluriel. Jusqu'au 17e, on disait paisans. Bon, pourquoi le EN vivait-il amabant, aman, quieren, etc. Le EN qui vient du latin pour la forme de verbale. C'est pour qu'on sache que vivait et vivait, il y en a un ou il y en a plusieurs, etc. Toutes ces lettres silencieuses, elles ont une fonction. Alors, celle-là, quelle est la fonction de RIS, là, etc. Nous en discuterons ensemble. Voilà. C'est un premier problème. Le deuxième problème, messieurs, dames, je vous ai annoncé la ponctuation, c'est ça? Ouais, la langue écrite, la ponctuation. La ponctuation, ça a un rôle majeur dans la langue. On a absolument dans la compréhension du signe écrit. Vous savez comme moi ce que c'est difficile. Vous avez des élèves qui ne ponctuent pas. Vous avez tous eu des élèves qui ne mettent pas… On arrive à rien lire, on est obligé de prendre à voix haute, on répète 3 fois et on finit par comprendre.
la ponctuation, c'est quelque chose de fondamental dans l'écrit. Chahuter la ponctuation, ça pose un problème de fond qui est de la détourner. Vous voyez, ce point-là, il est détourné de sa fonction. Sa fonction, c'est être à la fin des phrases. Donc, la ponctuation, pour nous, c'est des alertes, la ponctuation. Point d'interrogation. Vous savez comment vous allez lire, hein, vous lisez votre journal, là. Bon, vous voyez un point d'interrogation, vous savez comment vous allez lire. Vous voyez un point d'exclamation, vous savez que c'est pour rigoler, etc., etc. Eh bien, la ponctuation est détournée de son usage. C'est un deuxième problème. Troisième problème. Alors, vous voyez, la présidente du Haut Comité à l'égalité des femmes et des hommes, dont nous avons vu des choses tout à l'heure. Zut, pardon. J'arrête de dire zut. C'est pas très grave. Toc, voilà. Donc, la présidente, elle s'appelle, attendez, Brigitte Grésy. C'est une agrégée de lettres, donc une dame qui a de la culture. Et elle dit de tous ces petits signes, oh, je trouve ça élégant. Ça forme comme des petits nuages à la fin des mots. Eh bien, moi, je ne partage pas l'avis de Brigitte Grésy. Je ne trouve pas du tout élégant les petits nuages à la fin des mots. Et nous verrons, on va discuter ensemble si nous y trouvons un intérêt. Quelle heure il est avec tout ça? Ça va pour le temps? Oui, oui, bien sûr, Daniel. Tout va bien. Là, il est 12h02. Vous avez encore du temps, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Oh, d'accord, il faut que je me dépêche un tout petit peu. Alors, excusez-moi. Je ne vous fatigue pas, vous tenez? Ça tient le coup. Vous pouvez protester. Bon, alors, d'autre part, la langue écrite, elle a une vertu formidable. Elle est linéaire, comme la langue. Vous savez, comme quand on parle, on peut dire qu'une chose à la fois. C'est pour ça qu'on s'embrouille et qu'on fait des lapsus. C'est-à-dire la langue, les linguistes parlent de la chaîne orale ou de la chaîne écrite, hein, la chaîne syntagmatique. Voilà. Eh bien, l'écriture inclusive, elle superpose la linéarité. C'est-à-dire, un mot doit être lu comme une partition de musique. Vous savez, un accord, par exemple, l'accord Do majeur, Do mi sol. Bon, vous avez trois notes superposées, mais ça convient à votre instrument. Bon, par contre, l'écriture inclusive, elle rompt la linéarité de la langue. C'est-à-dire, je suis obligée de m'arrêter. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis très familière, ça fait 2 ans et demi que je travaille beaucoup là-dessus. Ce n'est pas que j'ai voulu, mais puis tout devient passionnant de toute façon. Mais alors, elle rompt la linéarité de la langue, elle rend les choses compliquées. Je vous pourrais bien sûr vous repasser toujours n'importe quoi. Non, pas ça. Mais voilà, les résidentes, Maison de l'Argentine, tiens, voilà, le scandale qu'il y a eu l'année dernière, les résidents, point argentin, non, les résidents argentins et les résidentes argentines. Voilà, j'y suis. Hein, où chacun et chacune, les résidents, alors, on va découvrir quelque chose dont on va parler bien vite, c'est les nouveaux pronoms. Les nouveaux pronoms. Yels à la place de il ou elle. Bon, alors, donc, quand je dis la langue n'est plus linéaire, parce que vous ne pouvez plus lire. Lire, vous savez, c'est déplacer les yeux. On connaît tout là-dessus. Enfin, bon, j'en connais beaucoup puisque je passe pour spécialiste de la question de la lecture et des illettrés. Alors, bon, comment vous lisez ça? Des résidents argentins et des résidentes argentines. Vous êtes obligé de revenir en arrière et de lire en deux fois. Donc, sur la linéarité, j'espère que vous comprenez, je vais plus vite. 3 choses. Inconstance, la forme écrite de la langue. La forme écrite, ce qui est génial, c'est qu'on ait des formes écrites stables. Vous savez, à Marseille, chez mon beau-frère, on dit un pneu pour un pneu de voiture. En Belgique, au nord, on dit un pneu. Un pneu crevé. Enfin, bon, je ne sais pas bien le dire avec ce E central. Si on disait
on disait peu importe, un pneu, un pneux, un pneus, un pneu, etc. Si tout ça ne s'écrivait pas de la même manière, nous ne pourrions pas communiquer avec l'écrit. Ce qui est génial, c'est qu'avec une forme écrite, elle est comprise en Belgique, elle est comprise jusqu'au fond de l'Oural. S'il y a un prof de français qui enseigne courageusement dans l'Oural le français, et merci à lui, et elle est comprise à Rourouille. Elle est comprise à Rourouille. Pneu, voilà. Pneu, ça s'écrit PNEU. Alors vous aurez, par exemple, les Argentins, ils ont beaucoup de mal à dire pneu. Ils disent un nœud en général. Bon, etc. Voilà, la forme écrite, elle est stable. Eh bien, dans l'écriture inclusive, elle n'est pas stable parce que les gens vont vous proposer des variantes. Chacun, l'écriture inclusive est un choix. Et regardez, par exemple, sur un Facebook, moi, je n'ai pas du tout Facebook, mais j'ai des espions et des espionnes qui, bon, alors, certains copains, et ça fait quoi? Des copaines? Vous dites des copaines au féminin, pardon. Alors, vous voyez, elle s'est trompée. Et c'est une spécialiste, je ne vais pas vous dire qui, c'est une professeure en Belgique, et spécialiste. Bon, et alors, c'est à tel point que les gens perdent même les pédales. Ça, c'était en Suisse, et quelqu'un à l'université qui a dit que les scientifiques utilisent des chiens, .e, .n, .s, des chiens et des chiennes. Et là-dessus, la professeure a écrit à la direction du service de presse de l'université pour dire que ça ne concernait que les humains, il ne fallait quand même pas être pris de passion avec l'écriture inclusive. Tout ça pour vous dire. Et même commentons celui-là. Alferraz est une dame qui ne s'appelle pas du tout Alferraz et qui n'est pas d'ailleurs enseignante-chercheur à la Sorbonne Université, mais qui donne un cours, mais qui a un pseudonyme. Et alors, elle n'est plus... Elle cherche des formes neutres. Donc, elle est enseignante, chercheur. Elle n'est plus, pour ne pas être chercheur ou chercheuse, elle est transsexuelle, sans doute, ou elle est bon. Alors, voilà. Et on arrive à des formes de ce genre. Voilà. Alors, l'incidence maintenant, est-ce que je voudrais vous parler de l'école, mais ça va venir de source et je vais pouvoir être rapide. Donc, non, je voulais parler de la grammaire et de la syntaxe encore. Le système grammatical, ben, nous le voyons arriver ici. Yel pour il ou elle. Et j'ai des amis qui ont maintenant des mémoires de maîtrise avec il ou avec yel, écrit comme ça. Et alors, il y a quantité de formes qui apparaissent. Voici par exemple, collecté par comment il s'appelle, Lucas Gréco, mais ça a apparu c'est un linguiste de Besançon. Ça a apparu dans cette revue France Salon, qui est France Salon, qui est, ah ben non, France Salon, que je suis bête, et qui est une revue de recherche culturelle française états-unienne. Alors, voilà, tout ce que les propositions, parce que chacun y va de sa proposition. Il y a plus de 1000 grilles d'écriture inclusive qui circulent en ce moment. C'est montré par un chercheur qui s'appelle Ediger. Alors, il et elle, c'est ce que vous et moi utilisons le plus souvent, je suppose. Il, avec un S au pluriel, etc. Là, ce sont les formes binaires, hein, masculin, féminin. Lui et elle, le est là pour le déterminant et un et une. Pour les formes queer, c'est-à-dire les formes gays, hein, c'est une manière de le dire, alors nous avons un grand choix. Yel, il est, yel, il laisse au pluriel, els, yels, al, ol, ul, uls, yol. Bon, si le pronom est accentué, hein, comme je pense à lui, et lui, et le s, si les déterminants définis, l'eau, lui, l'île, etc. Et voilà, queer, Yel, alors ils ont la gentillesse de donner des exemples dans des phrases. Yel s'appelle Andrea, je parle à lui, lu stylo, étudiante, lu stylo, étudiante, excusez-moi, je ne comprends pas très bien, et une fantastique personne, parce que je n'ai jamais étudié de près les formes queer. Là, je deviens exaspérée. Où est la langue? Où est notre langue? La vôtre, celle que nous partageons, qui nous unit en ce moment. Voilà. Alors,
voilà les propositions de cette dame Alferas, qui propose maintenant de changer tous les singuliers et les pluriels de la langue, ceux en A. Alors, il a fait une thèse, hein. La thèse a été reçue. Amiral, masculin, féminin, amiral, neutre, singulier, elle propose de tout mettre au neutre, amiralx, et au pluriel, amiraus. Et digital, ça c'est les formes normales, masculin, féminin, neutre, singulier, neutre, pluriel. Et ils ont fait une requête pour que le code civil français soit écrit au neutre, puisque l'accusé ou l'accusé, le responsable, etc. Bon, ils ont fait, c'est-à-dire les gens qui suivent les... Voilà. Alors, je vais passer ça. Nous allons parler 3 minutes de l'école, mais je vais vous en parler avec grande simplicité, puisque vous avez déjà vu le manuel. Alors, pourquoi là, ça pose des problèmes? Et c'est là, je me permets de vous le dire, je suis plutôt opposée à l'écriture inclusive, si vous ne l'avez pas compris. Je pense que l'enjeu ne vaut pas ce que nous perdons, qui est considérable. La langue écrite, je vous ai annoncé lecture-écriture. Je crois que nous avons tout introduit déjà. Vous savez, vous qui enseignez une langue étrangère, qui avez devant vous en général des enfants ou des adultes qui ne la connaissent pas, vous savez qu'un premier problème dans une langue, c'est de découper en mots pour comprendre les unités. Hein, les 50 endives, ça peut être les 50 ans de Yves ou les 50 endives, etc. Quand je ne comprends pas, quand une conversation, il y a 2 conversations en même temps en argentin et que je me paume, j'ai des problèmes de découpage, bien sûr, de découpage alors que c'est ma deuxième langue. Alors, donc, vous voyez que l'écriture inclusive intervient sur le découpage des mots et notamment lorsque elle isole, comme ici, hein, par exemple, ça c'est non, c'est pas mon université, c'est celle de Paris 5, elle isole des mots, des lettres toutes seules. Les paires, les mots isolés ainsi, vous le voyez. Une chercheur, étudiante.e.s. Jamais vous ne trouvez ça dans la langue écrite. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau et ça pose des problèmes à la lecture, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Or, je vous l'ai dit, il y a 13% de lettres inutiles. Le premier problème, nous n'arrivons pas à assurer que les mômes qui ont fait 10 ans d'école, 15 ans, les dernières études ministérielles dans le panel que nous avons en Europe, il y a 15% d'enfants qui ne savent pas mettre au pluriel à 16 ans. J'appelle ça des enfants, mais c'est presque des adultes. Les limites entre mots sont troublées. Les limites, la ponctuation est troublée. Or, le point dans la lecture, je vous l'ai dit, c'est une alerte, mais c'est plus que ça. Vous avez raison, quand vous apprenez à lire, vous enseignez à lire, de dire point majuscule. Car le point, pour vous lecteurs, nous sommes des lettrés, nous tous qui sommes ici ensemble, nous sommes des lettrés, et le point, toujours, il nous dit, attention, c'est une alerte dont vous ne vous rendez pas compte, mais nous réorganisons dans notre tête l'information de la phrase. C'est pour ça, vous savez, dans des phrases trop longues, on cite toujours Proust, mais il n'y a pas que Proust il ne fait pas que des phrases très longues. Bon, de temps en temps, on doit reprendre le début de la phrase, on se dit bon sang, mais le point nous amène, nous faisons systématiquement cette réorganisation grâce au point. Et voilà le point qui est sorti de sa fonction. Voilà, alors, je voudrais conclure pour vous laisser la parole parce que je l'ai prise trop. Maintenant, vous voyez, il y a tout un pan qu'il faut absolument soutenir, c'est la féminisation, ce n'est pas l'écriture inclusive. Mais l'écriture inclusive, est-ce que l'enjeu en vaut la peine? Est-ce que les femmes se sentent mieux? Est-ce que je me sens mieux devant un texte comme ça? Est-ce que Simone de Beauvoir, bon sang, c'était une de mes mères, de mes parentes, hein, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, je cherche George Sand, que je connais bien, que j'ai énormément lu pour des tas de raisons. Et que bon, est-ce qu'elles se sont plaintes de disparaître dans l'écriture? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'éviter de temps en temps, quand on trouve que vraiment
le masculin l'emporte trop. Par exemple, moi, il arrivait souvent dans mes séminaires, comme je vous disais, qu'il y ait peu d'hommes. Alors je disais, je suis content, vous avez tout compris, et vous aussi, monsieur. Il y a des stratégies de détournement quand on sent que la langue, elle est dissymétrique. Mais ce masculin, et on a raison de le dire, ce masculin est un neutre. Le masculin, il comprend le féminin. Moi, je fais partie des habitants de mon immeuble. Je ne fais pas partie des habitants et habitantes de mon immeuble. Bon, le masculin est aussi un neutre. Pourquoi le masculin est un neutre? Je n'ai pas le temps de vous en parler. L'histoire l'a fait ainsi. Il y avait en latin 3 genres, vous le savez, tous ceux qui ont fait du latin, le masculin, le féminin et le neutre. Le masculin a hérité des valeurs du neutre. Templum, le temple, est devenu templus et après un temple. Donc le masculin, c'est chargé. Et le masculin, c'est vraiment le... Il n'a pas de sens, le masculin. Il est masculin quand je dis le professeur. Mais sinon, le masculin, quand je dis... Je voulais appeler notre livre, que je vais vous montrer tout soudain, comme on dit en Afrique, le masculin, je voulais appeler ce... Mais ils n'ont pas voulu du titre, les éditeurs. Elle pleut. Je voulais appeler ce livre « Elle pleut ». Pour montrer, le masculin, c'est rien. On dit « je suis passé ». Non, ils ont passé. On utilise le masculin. Pour désigner les lettres. Vous utilisez le féminin pour dire les lettres. Non, nous, en français, on dit le L, le R, le V. On dit le matin et le surlendemain. Pour désigner les catégories, on dit un adjectif, un nom, etc. Le masculin, c'est le genre raplapla qui vous dit rien. Le genre qui a du sens, c'est le féminin. Là, lui, quand vous employez un féminin, ça désigne du féminin. Quand j'entends, c'est vraiment quelque chose de féminin, sauf quand il est arbitraire, la cloche, la souris, etc. Mais le féminin, là, vraiment, quand je dis Claude et Dominique sont arrivés, qu'est-ce que vous avez comme solution pour comprendre que ces deux femmes dont je parle, j'ai pris à dessein deux prénoms qui peuvent être mixtes. Hein. J'ai EES. Alors là, oui, ça c'est E, il va me sauver et je saurai que je parle. Voilà. Alors, écoutez, on va en rester là parce que je veux que vous parliez. Je vous ai donné une petite bibliographie pour ceux que ça intéresse, avec les choses en ligne que vous pouvez télécharger. Voilà. Yagello, elle est très connue. C'est elle qui a commencé à poser les problèmes du français, mais en 78. Vous voyez, ça fait 40 ans, plus que 42 ans. Bon, voilà. Ça, c'est le livre que nous avons fait quand je me suis dit, mais écoutez, il faut qu'on fasse un livre. Non, je me suis dit, il faut écrire parce que il se trouve que l'écriture inclusive dans les formes les plus stupéfiantes gagne énormément à l'université. Regardez le site de mon université Paris 3. Et du coup, nous formons des instituteurs, les capétiens, les agrégatifs, qui étaient les étudiants de français et de langue. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les classes après? Et moi, je vous prédis que ça fera des catastrophes. Je vous prédis vraiment qu'appliqué de manière... bon, ça fera des catastrophes. Donc, j'ai cherché un éditeur, j'ai monté une équipe avec Gilles Sioufi, qui est un grammairien que j'estime beaucoup, et puis le génial Chervel, qui est un très vieux, là c'est un parent, c'est génération d'avant, mais nous sommes très amis, il est toujours aussi génial, pour parler de l'histoire de la langue. Donc on a essayé de faire de la vulgarisation. C'était l'obligation de ce livre, pas des paragraphes compliqués, pas de jargon, pas de machin, ce qui fait que je me suis fait tomber dessus par tous les linguistes qui ont dit « Oh, elle ne sait pas grand-chose, hein, elle ne cite pas machin et trucs et l'anglais et tout. » Alors donc, vous voyez, une première partie sur ce qu'est l'écriture inclusive, ce que l'histoire de la langue nous apprend. Par exemple, messieurs, dames, il n'est pas vrai que l'accord de proximité, c'est-à-dire Pierre et Marie sont belles, était l'accord naturel en latin. Les deux étaient possibles et le latin a hésité longtemps. Et ce n'est pas du tout des grammairiens qu'on dit un jour « Oh là là,
Mais bien sûr, ils ont dit, ici, ils sont ralliés, mais ce n'est pas les grammairiens qui font la langue, c'est le peuple qui fait bouger la langue. C'est bien sûr, c'est le… Bon, alors là, c'est très, très important sur la vérité des choses. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans d'autres langues? On a travaillé sur l'anglais, l'allemand et l'arabe et la coréenne, parce que j'avais une thèse, une étudiante coréenne, c'est tellement rigolo, une langue où il n'y a pas de genre du tout, du tout, du tout. Voilà. Je vous ai mis aussi, ça c'est téléchargeable et c'est gratuit. Ça m'est pas arrivé il y a une semaine. Je trouve ça formidable. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, une linguiste qui s'appelle Anne Dister, qui avait ça avec Marie-Louise Moreau, qui est une grande linguiste et historienne de la langue, latiniste. Et ça s'appelle Inclure sans exclure, les bonnes pratiques d'écriture inclusive. Elles vont se ramasser beaucoup de gens sur la tête, mais c'est pour moi les positions les plus raisonnables et j'avoue que je m'y retrouve très bien. Et puis, je vous cite mon adorée à l'Académie française, j'aime beaucoup Barbara Cassin, anthropologue, linguiste, philosophe, traductrice. Elle, c'est une femme formidable. Je ne crois pas que l'Académie française développe un rapport à la langue conservateur ni conservatoire. L'écriture inclusive, pour ma part, je comprends son intention, bonne, et je la trouve déplacée. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand on écrit une fois chers amis, même s'il y va de l'importation volontariste d'une préoccupation étrangère à la grammaire, c'est un signal, un clin d'œil qui fait remarquer quelque chose de la langue. Le masculin, qui est un genre, l'emporte parce qu'il n'est pas un genre. Mais écrire ainsi tout du long et prétendre y contraindre, c'est un gâchis illisible, inesthétique, donc impardonnable. La langue, heureusement, se débrouille toujours pour avoir le dernier mot. Et enfin, c'est pour vous faire rigoler. C'est à côté de chez moi, la Gaîté Lyrique, c'est un ancien théâtre qui est maintenant un centre culturel. Alors, ils ont fait une affiche pour les toilettes. Alors, vous voyez, c'est les toilettes pour les femmes, pour les hommes, pour les bisexuels, pour les handicapés, pour les bébés, pour les rien du tout. Je ne sais pas comment ça s'appelle les rien du tout, je sais que ça a un nom. Et pour les transsexuels, et puis la licorne dont vous savez qu'elle n'avait pas sexe. Et ça me fait hurler de rire, mais peut-être ça ne vous fera pas hurler de rire. Je considère l'écriture inclusive comme un code étranger imposé à la langue. C'est pour vous faire comprendre ça. Et ça me fait beaucoup rigoler. Vous voyez comment ça s'appelle, le scribe, qui a un élève là qui est en train et qui mélange deux codes. Il faut mettre l'œil avant le scarabée. C'est des hiéroglyphes, des fausses hiéroglyphes, bien sûr. Il faut mettre l'œil avant le scarabée, sauf si le participe passé est placé devant le serpent. Bon, vous voyez, quand on mélange les codes, eh ben, l'écriture inclusive me donne un peu cette impression. Plaquer quelque chose, et encore une fois, je vous dis, tout ce qui fait avancer la cause des femmes, je crois que c'est fondamental. Mais je ne crois pas qu'elle soit là. Voilà. Je me suis permis de vous donner mon avis, mais j'espère que je vous ai donné des outils pour penser tout ça. Et j'en ai fini et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Alors, beaucoup, Daniel. Merci à vous. Pour arrêter le partage, si c'est ce que vous cherchez, c'est en haut. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et comment j'enlève ce truc alors? Attendez. J'essaie d'enlever mon… Je vous vois maintenant, je vois des gens. Nous, on voit encore votre écran. Enfin, en tout cas, pour ma part. Vous voyez mon écran, je voudrais bien que vous ne le voyiez pas. Alors, j'ai arrêté le partage. Je mets arrêter. Vous êtes en train de… Ah, voilà. Vous cliquez sur arrêter. Ah, voilà, merci. Ah, ben, merci à vous. Comme ça. Ouais, pardon, zut. Où vous êtes passé? Vous nous voyez? Non, pas du tout. Ah, peut-être en bas. Vous voyez, vous avez un icône Zoom en bas de votre écran, je pense. J'ai plus d'icône. Zoom utilise la webcam. Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais bien que je ferais une catastrophe. Nous, on vous voit. Il n'y a pas de problème. C'est l'essentiel. C'est de votre côté. Voilà, il faut que vous trouviez Zoom. Vous savez, c'est une petite caméra avec un rond bleu, avec la caméra blanche. Voilà. Voilà. C'est bon là? C'est bon? Nous, on vous voit. Enfin, je vous vois. Très bien. Moi, je vous vois. Très bien. Donc, merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Il y a eu quelques réactions sur le chat au moment où Gérard, justement, posait cette question de maître, maîtresse.
Valdemar a partagé quelque chose sur le chat, un lien, et Adriana a rebondi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le chat pour un peu plus de précision. Oh, c'est gentil, j'ai plein de trucs gentils qui apparaissent là. Oui, il y a beaucoup de remerciements qui sont en train d'apparaître, effectivement. Alors, Gérard Dahan, justement, nous est parti à 17h30, mais il a fait un petit commentaire que je vais vous lire. Merci pour cette belle conférence et merci de m'avoir accueilli alors que je ne fais pas partie de la communauté d'enseignement de français. Gérard Dahan, professeur agrégé d'anglais à l'université Grenoble-Alpes. Voilà. Bon, il remerciait en faisant un petit commentaire. Il a écrit, je crois, ce mois-ci, assigne son université au tribunal administratif pour usage de l'écriture inclusive dans des textes réglementaires. Ah, Voilà. Donc, il nous a fait part de… c'est incroyable qu'on soit dans une bataille. C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. Discuter, c'est une bonne chose, mais vous voyez, ça devient une bataille et ça s'appelle l'idéologie. Défendre les femmes pour des choses dont on est sûr. Je suis sûre, j'ai des raisons que je fonde, être contre l'excision. Et j'appartiens à un groupe qui se bataille là-dessus. Je rentre dans une autre culture, j'ai les bons. Bon, mais c'est au nom de quelque chose. Mais l'écriture inclusive, au nom de quoi, nom d'une pipe? Voilà. Enfin, de mon point de vue. Hein. Il y a aussi Valdemar qui a partagé des podcasts, les combats des femmes, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le chat pour avoir les références. Il nous a également partagé le livre Inclure sans exclure, l'endroit où on peut le commander. Sur je le redis, hein, les gens auront bien la série des diapos. Oui. Bon, on leur ils le verront. Ils le téléchargent sur le site de la Belgique, le site Vallon, bien sûr. Oui, ils vont le télécharger. Oui, en fait, le PowerPoint sera accessible sur la plateforme IFProf Brésil. Très bien. N'hésitez pas, dans quelques jours, semaines, à aller sur IFProf Brésil pour avoir accès à ce PowerPoint. Il y a beaucoup de remerciements de la part de Soula, il y a de Mars, alors, il y a une question de Marcia, justement. J'aimerais savoir pourquoi le nom point médian avec A et sa bonne place, plutôt comment le point final ou autre? Alors, le point médian, ils l'ont nommé comme ça, c'est un choix des inclusivistes, hein, en disant qu'il ne fallait pas qu'ils concurrencent le point normal. Vous avez vu dans les diapos, les diverses diapos, il y a de temps en temps le point normal et le point médian, c'est très acrobatique sur les ordinateurs. Alors, ils ont également demandé que déjà, on a un fichu clavier en français, puisque rien que on a une touche pour le U accent grave qui est dans deux mots, hein, dans ou et dans più molto en musique. Bon, alors, ils ont demandé donc qu'il y ait une touche pour le point médian qui se verrait moins, qui ne concurrencerait pas le point de la ponctuation normale. Je réponds à la question. Marcia, n'hésitez pas peut-être à activer votre micro si Daniel n'a pas répondu à votre question, si je l'ai peut-être mal formulée. N'hésitez pas à activer votre micro pour la poser directement. Non, c'est très bien. Merci, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat. Je vois beaucoup de remerciements. Donc, n'hésitez pas. Vous avez normalement la possibilité d'activer votre micro. Je vous l'ai donné tout à l'heure. Donc, normalement, si vous cliquez pour activer votre micro, vous pouvez poser votre question directement. On a encore quelques minutes d'échange avant que l'on se quitte pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas soit à poser votre question directement, soit à l'écrire sur le chat si vous ne souhaitez pas la poser oralement. Il y a Caroline Gajevic qui dit « Merci madame, c'était très intéressant d'avoir l'avis d'une linguiste à propos de ce sujet. » Il y avait aussi Valesca Porto juste avant. « Merci beaucoup madame Manès, excellente réflexion. » Ivanechi Gomez, « Merci beaucoup pour toutes ces réflexions madame Manès. » Voilà, je vous lis quelques commentaires. C'est bien gentil tout ça. Mais je veux bien voir quelqu'un qui n'est pas content. Je ne crois pas. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Et alors, je vais mettre les pieds dans le plat comme j'ai l'habitude de le faire. Et peut-être ça va activer un peu les réactions. Moi, ce qui m'interpelle un peu depuis que je vis au Brésil depuis 2 ans,
c'est justement que j'ai l'impression que c'est un phénomène de mode. Et déjà par rapport à l'utilisation en français. Donc les professeurs de français, ils l'utilisent sans se poser trop de questions. Et dans l'usage en portugais, on a adopté le amigues pour le neutre, donc tout le monde met un amigues pour ne pas dire amigos, amigas, parce que c'est pareil en portugais. Et c'est vraiment du militantisme. Et je ne sais pas, je ne comprends pas trop et je pense que c'est très pertinent que Daniel, que tu aies aujourd'hui posé les explications parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène à la mode où on ne s'est pas trop posé de questions, on l'utilise comme ça parce qu'on le voit qui apparaît de plus en plus comme une espèce d'invasion. Voilà. Je ne sais pas si, Ouais. je sais pas si je me trompe parce que voilà, ouais. Alors, moi, je ne sais pas si c'est le mot mode qui convient. Je pense que c'est né que il y a la peur d'être de droite ou machiste. Vous savez, quand j'ai cherché à monter une équipe, je me suis dit, je vais faire ce livre avec un homme, parce que je ne veux pas que ce soit Et j'ai cherché Gilles Sioufi. Enfin, Gilles Sioufi a fini par accepter. J'avais sollicité un sociolinguiste qui s'appelle Calvé. Louis-Jean Calvé, il me dit, mais tu sais, on n'ose pas en parler, nous, parce qu'on a peur d'être traité de machiste. Donc, personne n'a le courage d'être contre. Je sais que toutes mes anciennes étudiantes, j'ai maintenant une espèce, comme je suis une vieille chercheuse en prof, etc., autour de moi, beaucoup de, j'appelle jeunes, mais enfin, ils peuvent avoir 50 balais, quoi, hein, ou moins de mes anciens étudiants. Et ils sont beaucoup convaincus, ils me disent c'est insupportable et puis on nous l'impose dans les courriers, etc. Mais je lui dis, mais pourquoi? Ça ne peut pas être une imposition institutionnelle. Du point de vue institutionnel, je vous l'ai donné d'ailleurs quelque part, il n'y a que le texte de, comment il s'appelait notre pénultième ministre, Édouard Philippe. Édouard Philippe a interdit l'écriture inclusive dans les documents officiels. Par exemple, ceux qui arrivent à Marjorie Adriana, par exemple, à l'ambassade. Et il a une très bonne… Vous pouvez aller chercher la circulaire sur le ministère, sur le site du Premier ministre. Et cette circulaire Premier ministre, hein, Gérard Philippe, elle date de 2015. Je ne pouvais pas vous parler de tout. Alors, mais je dis, mais pourquoi tu la mets si tu le sens pas? Et tout le monde me dit, tout le monde a une espèce de trouille d'être considéré comme de droite. Vous savez, moi, j'ai vécu beaucoup ça. Quand on avait, après les années 68, 70, 75, les années 75, il s'agissait de toute façon, on ne pouvait pas ne pas être féministe, ne pas être de gauche, ne pas voter à gauche, etc. Et ne pas aimer l'argent. Moi, je trouvais que c'était génial. Je me disais, un pays, ça y est, mon pays, il ne court plus derrière le fric, c'est fini. On va avoir une société merveilleuse quand mes enfants seront grands. Eh bien, qu'est-ce que c'est devenu 20 ans après? Vous voyez, c'est-à-dire l'argent avait mauvaise presse et il fallait dire, je ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent. Je pense que l'écriture inclusive, de la même manière, il y a une espèce de culpabilisation. Je ne suis pas correcte si je n'applique pas ça, mais les gens n'ont pas réfléchi avant, est-ce que je souffrais? Moi, je me dis, bon sang, moi, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, et je suis une linguiste. Hein, c'est-à-dire, je suis sensible au langage depuis très longtemps. Et bon, alors, quand j'ai découvert ça, j'en ai eu grand étonnement, et je me dis, on va réfléchir, c'est peut-être vrai cette histoire. Mais je suis absolument convaincue que ce n'est pas vrai que les gens se sentaient mal avec l'écriture. Je pense que le langage, il a plein de solutions pour, je vous l'ai dit, le langage, vous savez, il est économique. Alors, parce que sinon, on s'épuiserait. Alors, quand on a un problème, quand on trouve que le féminin est trop absent, bon, il y avait seulement des femmes, il y avait Lise, Claude, François et machin, mais il y avait surtout des femmes, j'en rajoute, il n'y a pas que la flexion, c'est-à-dire féminin, masculin, etc. Le langage, il a plein de stratagèmes pour dire ce qu'il a à dire. Je vous donne un exemple. Je te donne un exemple. Après tout, c'est à toi que je suis en train de répondre là. Bon, mais à tout le monde.
ils sont pour l'accord de proximité. C'est-à-dire, si un adjectif concerne deux noms de genre différents, il s'accordera avec le nom placé le plus proche. Écoutez bien la phrase, représentez-la vous dans votre tête. Mon oncle est arrivé avec sa fille et son fils muette. Mon oncle est arrivé avec son fils et sa fille muette. Alors, qui est-ce qui est muette? Si j'accorde au masculin, mon oncle est arrivé avec son fils et sa fille muets. On se dit les deux sont muets si je vois un S à l'écrit. Sinon, je dis, oh là là, les deux sont muets. Bon, ou sourds. Bon, mais si j'accorde avec l'accord le plus proche, avec son fils et sa fille muette, est-ce que j'ai réglé un problème? Je vais être obligée de demander, attends, c'est les deux qui sont muets? Le problème ne sera que déplacé si j'accorde avec le féminin. Or, à la vérité, vous le verrez, lisez, c'est remarquable dans le petit livre des Belges là, que j'ai juste reçu ces derniers temps, là, le petit, qui est en ligne. Téléchargez-le sur le site, le site Wallon, là, de langue wallonne, le ministère. Bon, quand les problèmes ne sont pas résolus, il faut les résoudre. Et on les résout par autre chose de la langue. Mais en tout cas, on ne tripote pas la langue. Parce que, je vais vous dire le pire. Voilà pourquoi. Et j'ai pas... C'est que ça ne va pas s'arrêter au féminisme. Parce que les trans, ils commencent à demander la même chose. Parce que les bisexuels, ils commencent à demander la même chose. Parce que les je ne sais pas quoi vont demander la même chose. Parce que les jeunes de moins de 40 ans vont demander la même chose. Parce que les vieux vont demander la même chose. Parce que... Voilà, la langue qui a tout le monde. Mais mon Dieu, où elle va, notre langue? Vous voyez, c'est comme la privatisation de l'eau. Moi, je compare ça souvent à ça. Vous savez, on privatisait l'eau. C'est les États machin du Nord. Bon, qui achètent des territoires pour prendre l'eau. Au Pérou, par exemple. L'eau, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas un bien aliénable. Ma langue n'est pas un bien aliénable. Je la change quand je fais de la poésie. Je la change quand j'écris à ma copine et que je fais des jeux de mots à la noix. Je la change, moi j'en fais ce que je veux. Mais c'est mon bien et elle me relie à vous, à chacun de vous. Elle me relie à 10 siècles de littérature. Elle me relie à mes mômes, à mes petits-enfants, à tout le monde. Notre langue, voilà, elle est la même pour tous. Et je vous dis, le féminisme, là, il s'accroche à ça, mais ils n'ont pas fini. Les transsexuels, ils sont en train d'attaquer sacrément. Donc, vous allez voir, je pense, c'est pour ça quand tu dis mode, et je vais conclure parce que je suis trop longue, pardonnez-moi Marjorie, je pense qu'en effet, ça va durer un temps. Ça me semble impossible qu'on dépaisse la langue, dépecer, hein, couper en morceaux. Bon, la langue, on peut en faire mille choses, mais on ne peut pas la couper. Et c'est le peuple, vous savez, la langue, elle ressortira toujours. Elle échappera à ses volontés individuelles. Voilà mon idée. Merci Daniel pour votre réponse. Il y a également une question de Prissa Fenogle sur le chat. Savez-vous quel est le positionnement sur le sujet des linguistes ailleurs dans la francophonie, au Québec, en Belgique? Y a-t-il un consensus? Oh, non, il n'y a pas de consensus. En Belgique, il y a débat, mais le petit livre va mettre un peu d'ordre, je pense, parce que je pense qu'en Belgique, la résistance à l'écriture inclusive est dominante. Au Québec, ils ont reculé. Ils étaient à l'avant-garde de la féminisation. Mais il y a une grande partie... Alors, je ne pourrais pas vous en parler. Je n'ai pas travaillé le sujet depuis que j'ai fait le livre avec Gilles, donc il y a 2 ans. Mais ils ont très largement abandonné beaucoup de choses de l'écriture inclusive. Et ils sortent des textes, mais il n'y a pas de consensus. C'est que le problème, vous savez, c'est que les mouvements féministes sont en train d'exploser partout.
les mouvements féministes ont diverses formes, et ce qui fait que partout en territoire français, alors je peux vous dire, là où il n'y en a pas, c'est en Allemagne, en Afrique, dans tous les pays de l'Afrique francophone. Là, franchement, ils ont déjà trop de mal. Ces profs sont des héros, ces instituteurs sénégalais sont des héros qui, avec le fric qu'ils gagnent, et qui essaient d'enseigner le français, de tenir le français à des enfants qui sont bien sûr Wolof ou d'autres langues, ou plusieurs langues. Mais donc, la situation est très variable. Pour ça, vous avez beaucoup de renseignements sur Internet. On tape, je réponds, pardon, c'était pardon, qui est-ce qui est C'était, alors attendez, laissez-moi également reprendre le prénom de la personne. C'était Prisca Fenoglio, c'est moi. Ouais. Ah bon, Triska, qui avait bonjour. posé cette question. Voilà. Alors, vous savez, il faut voir, c'est d'un coût énorme de travailler sur cette affaire, parce que comme tout le monde s'en empare, vous savez, les gens ont cru qu'il n'y avait pas besoin de savoir beaucoup de choses sur le langage pour s'occuper de l'écriture inclusive. Et on a balancé le point, le machin, et puis après, ça continue, ça continue. Alors, la bibliographie est énorme, mais elle est très importante sur Internet. Vous pourrez avoir des réponses à beaucoup de vos questions. Et en tout cas, je sais que c'est très divisé en Suisse. Par exemple, j'ai une amie qui est écrivaine en Suisse et elle a été contactée par quelqu'un du Temps, qui est un grand journal, pour écrire son avis sur l'écriture inclusive. Et elle est opposée à l'écriture inclusive, elle écrit en écriture normale, mais ils n'ont pas trouvé d'écrivaine qui soit femme pour l'écriture inclusive. Mais par contre, à l'université, c'est absolument terrifiant en Suisse, je me fais massacrer. Parce que, vous savez, en plus, tout ça, c'est accompagné de quelque chose que je n'ai jamais connu. Je suis une brave chercheuse de base, très soigneuse et opiniâtre, et je peux être passionnée, mais en tout cas, jamais, comment dire, jamais offensante. Il a couru si vous avez des Facebook, allez voir ce qu'on dit sur Daniel Manès, mais des choses hallucinantes, d'une grossièreté, et tout ça parce que nous avons fait avec Gilles Soufi un livre sur l'écriture inclusive. C'est stupéfiant. Alors là, vous vous dites, on n'est plus dans la langue. On parle plus de la langue, on parle plus de ce bien commun, on n'est plus des profs, on est quoi là? Moi, j'ai jamais agressé personne, je crois, de ma vie, sauf des gens que Trump. Voilà. Merci Prisca pour votre question et Daniel pour la réponse. Il y a une question de Marcela Dos Santos sur le chat et je laisserai juste après la parole à Narcissa qui a levé la main. Alors la question de Marcela, c'est est-ce que l'on pourrait aussi penser que les signes de l'écriture inclusive présentent des problèmes pour les personnes aveugles, par exemple, qui utilisent des outils numériques pour rendre accessibles les textes? Ces signes, quelquefois, ne sont pas reconnus dans ces outils d'accessibilité. Nous avons alors une autre sorte d'exclusion, non ? Tout à fait. Et vous avez absolument raison. C'est Marcella. Non, Marcella, c'est après, excusez-moi. Oui, non, c'est Marcella qui a posé la question sur le chat. Ouais. Alors, oui, il y a eu un incident en France. Vous savez qu'on a eu des élections. Enfin, vous savez pas. Hein. On a eu des élections municipales récemment. Et les écologistes, à notre grand plaisir pour certains, ont gagné plusieurs grandes villes, Marseille, Bordeaux et Lyon. À Lyon, ils ont imposé les écologistes. Où ils vont chercher ça, bon sang de bon sang. Ils ont imposé l'écriture inclusive. 8 jours après, ils avaient une dénonciation au tribunal d'une association d'aveugles qui disait qu'imposer l'écriture inclusive allait priver les aveugles de leur relation à la vie municipale. Donc, ils ont dû renoncer à l'écriture inclusive. D'ailleurs, à Bordeaux, ils ont fait la même chose aussi avant qu'il y ait eu la plainte. Intéressant comme anecdote. Merci donc Marcella et Daniel pour la réponse. Narcissa, je vous laisse poser votre question oralement donc. Oui, d'accord. Bon. Bonjour, madame. Bonjour. Je me demande parce que je me pose une question, je voudrais votre opinion. Parce que à l'instant, comme je suis plutôt du côté un peu sociolinguistique, je me demande si l'imposition de l'écriture inclusive
et d'une façon trop insistante, ne va pas peut-être faire comme par exemple ce que parfois nous reprochons, qui est l'imposition de la langue d'une façon arbitraire. Je dis ça parce que je vois que la langue courante, elle part plutôt des transformations sociales, du fait social. C'est pour ça que je me demande si, et je voudrais votre opinion, si, parce que je pense vraiment que l'imposition trop forte pour l'instant, elle va contre ce fait que les transformations sociales vont modifier aussi notre façon de parler. Bon. Mais je pense que les transformations sociales modifient notre manière de parler. Mais elles se font dans la langue. Par exemple, le passage au tutoiement. Vous êtes argentine? Non, je suis brésilienne. Vous êtes brésilienne, mais peu importe, pardon. Mais par exemple, moi, j'ai été stupéfaite en 15 ans en Argentine, comment on est passé au tutoiement généralisé. Moi, je disais usted à la gente. Grande. Mais bon, alors ça, il y a bien sûr que vous avez raison, les changements sociaux, la meilleure connaissance et la meilleure fusion entre les relations entre classes sociales ou catégories sociales, etc., changent la langue. Mais ça se fait dans les possibilités de la langue. L'écriture inclusive, elle a inventé un autre système. Vous comprenez? C'est ça qui est différent. Alors, moi, je crois que c'est ça que je dis. Oui, c'est ça que vous dites. Je pense que l'écriture trop, je dis, va imposer d'une certaine façon. Elle va devant les faits, non? Non, moi je crois que c'est le politiquement correct qui va l'imposer un temps. Vous comprenez l'expression politiquement correct? C'est quand on fait le courant dominant pour ne pas se distinguer surtout, quoi. Bon, alors, moi je crois, ce que nous pensons, beaucoup de linguistes, beaucoup. Il y a eu une pétition récemment, mais une contre-pétition de sociolinguistes après. Mais c'est que la langue va le rejeter. Vous savez, la langue, c'est ce que dit Barbara Cassin, je ne sais plus comment elle le disait, la langue a toujours le dernier mot. Alors, je ne sais pas, vous me demandez en fait de faire un pronostic. Alors, Narcissa, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Moi, j'ai beaucoup d'espoir de mon vivant de faire que tous les enfants de l'humanité sachent lire et écrire, parce que je pense que c'est un outil de libération. Et d'abord en France, où nous avons 15% de non-lecteurs. Je ne parle pas de vous au Brésil en ce moment, ce qui se passe. Et bon, et alors, moi, et que l'écriture inclusive, elle aura été laissée le temps d'un moment, d'une excitation politique. C'est un peu votre question à cet égard rejoint un peu le propos d'Adriana, parce que c'est les masses, vous savez, qui font la langue. C'est les masses qui font les... Bon, voilà. Mais je ne peux pas vous donner de pronostic, ma chère Narcissa. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre question, Narcissa et Daniel, pour la réponse. Je crois que je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat ni de commentaires. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va peut-être se quitter pour aujourd'hui, si oui. ça vous va. Le mot mystère a bien été donné sur le chat. Je vous invite à regarder bien le chat. Je vois au moment où je vous parle un message de Valdemar. Donc, avant que l'on se quitte, je vous rappelle que nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la COP éducative Brésil. Nous nous retrouverons pour le webinaire du 7 octobre, donc, qui sera un retour d'expérience à 15h sur l'enseignement bilingue au primaire dans une classe publique au Brésil, enjeux, perspectives et limites. Ce webinaire sera animé par Mathieu Baucher et Adriano Cordoville de Manaus. Il s'inscrit dans le cadre de Meu Festival Zinho, qui est un festival que vous connaissez peut-être, un festival qui met à l'honneur le jeune public, la littérature jeunesse. Donc, il y a plusieurs événements
durant octobre pour mettre à l'honneur le jeune public. Donc, on vous invite à retrouver toutes ces informations sur IFROF Brésil. Daniel, oui? Je voudrais vous remercier aussi. Bah non, je voudrais c'était vous moi. remercier, j'ai été long. Voilà, merci. Vous avez modéré de manière remarquable et je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Je voudrais bien vous voir pour de vrai. C'est boire un petit coup avec vous, mais c'est loupé vrai. pour aujourd'hui. Voilà. Merci à vous, Daniel. Alors, C'était je vais vraiment vous un quitter. très beau moment d'échange. Donc, merci encore Je vous pour en prie. cette belle conférence et à toutes et tous pour vos questions, votre participation active sur le chat, vos remerciements. Donc, on se Et vous retrouve. avez mon adresse, pardonnez-moi Marjorie, il y a mon adresse qui est en tête des diapos. Voilà, si vous avez besoin de m'écrire. Très bien, merci pour ces précisions. Merci encore Allez. à toutes et tous et à très vite. Au revoir. Bonne fin de journée, bonne soirée à vous, Daniel. Au revoir. Merci, au revoir.